Alors moi, je travaille au GRET depuis 5 ans. Je suis en charge de programmes de microfinance, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Donc, dans un premier temps, je voulais juste vous rappeler ce qu'est le GRET. Le GRET, c'est une ONG de développement solidaire. On travaille principalement sur 7 thématiques, parmi lesquelles l'agriculture, les politiques agricoles, la santé, la nutrition, la gestion des ressources naturelles, l'eau et l'assainissement, et puis la finance inclusive. En ce qui concerne la stratégie microfinance du GRET, on peut dire qu'on a une pro-rurale stratégie, c'est-à-dire que la plupart aujourd'hui de nos interventions concernent les zones rurales et agricoles. Pourquoi ? Parce que c'est là où on s'aperçoit que les populations sont les plus vulnérables, où les besoins sont les plus importants. Or, c'est là où les prestataires de services financiers, les institutions financières sont globalement les moins nombreuses. Pourquoi ? Parce que les IMF sont souvent beaucoup plus réticentes à faire de la microfinance en zone rurale, parce qu'elle est plus risquée que celle pratiquée en zone urbaine et périurbaine. La façon dont on fait de la microfinance au GRET, c'est qu'on a une approche bottom-up, c'est-à-dire impulsée par le bas, qui se veut participative. Quand on développe un produit, un service financier, on s'attache à ce qu'il corresponde aux besoins des populations locales, mais aussi à l'activité économique que ce produit est censé financer, et puis au contexte local de manière générale, à l'inverse d'organisations peut-être un peu plus importantes qui ont tendance parfois à proposer des produits plus standardisés et à répliquer des procédures d'un pays à l'autre sans vraiment tenir compte du contexte local. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Finrur. C'est un projet qui s'est déroulé de 2012 et qui s'est fini en 2015 sur 5 zones du Sénégal. L'objectif de ce projet, c'était d'améliorer la situation économique des petites coopératives agricoles et des ménages ruraux qui étaient membres de l'Union de coopératives RESOP, en renforçant du coup les capacités de la mutuelle d'épargne et de crédit, COPEC, qui est l'instrument financier du RESOP depuis 2005. Dans le cadre de ce projet, on a été amené dans un premier temps à étudier les besoins de ces coopératives agricoles, de ces exploitations familiales, pour savoir ce dont elles avaient besoin en termes de produits et de services financiers. Au terme de cette étude, on s'est aperçu que ce besoin pouvait être couvert par un produit qu'on appelle le crédit varantage. En fait, c'est un système de crédit rural qui consiste pour une organisation paysanne ou ses membres à obtenir un prêt en mettant en garantie une partie de leur production susceptible d'augmenter de valeur. Donc la finalité de ce produit, il est de 2 ordres. Le premier, c'est d'éviter aux producteurs, aux petits producteurs, de vendre juste après la soudure quand les prix sont bas. Et le deuxième, c'est de leur donner la possibilité d'accéder à un crédit. La soudure, c'est la période qui sépare la fin de la consommation de la récolte de l'année précédente, de l'épuisement des greniers de la récolte de l'année suivante. Et c'est une période durant laquelle les exploitations familiales sont généralement contraintes de trouver des ressources monétaires pour pouvoir acheter des vivres. Donc c'est une période souvent un peu délicate à gérer pour eux, durant laquelle ils ont besoin de liquidité en fait. Le deuxième intervenant dans le cadre du processus varantage, c'est le stockeur. Il stocke la production après avoir effectué en fait les traitements nécessaires pour garantir la qualité du grain. Son rôle aussi, c'est de consigner les entrées et les sorties du stock, et puis de délivrer ce qu'on appelle le varan, ce récépissé sur lequel va être annoté la nature du stock, est-ce que c'est du maïs, du mil, du niébé, le volume stocké, la date d'entrée du sac chez le stockeur et puis la valeur estimée à l'entrée. Le troisième intervenant dans le processus varantage, c'est l'émetteur de prêt. L'émetteur de prêt, ça peut être une banque, ça peut être une institution de microfinance qui accepte de reconnaître la garantie fondée sur ce récépissé et d'émettre un prêt au producteur sur la base de cette garantie. Donc le prêt va permettre au producteur de continuer à subvenir à ses besoins sans avoir besoin de vendre directement sa production à bas prix.
Alors, dans le cadre du projet Finrur, on a testé le crédit Varantage sur 3 zones, entre juillet 2013 et septembre 2014. On visait plusieurs objectifs. Les objectifs au niveau des membres producteurs, donc des bénéficiaires directs, ils étaient de 3 ordres. Le premier, c'était d'atténuer le risque associé au prix. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, notamment en faisant notre étude pendant la première phase du projet, que les producteurs qui vendent leur surplus, on dit leur surplus bord champ, c'est-à-dire au bord de la route, le font généralement de façon très informelle déjà, ont finalement très peu accès au marché, donc très peu d'informations sur les prix du marché. Ça veut dire un pouvoir de négociation très limité. D'ailleurs, c'est généralement le vendeur qui impose son prix au producteur. Le système Varantage va lui permettre d'adopter une logique plus commerciale et donc d'avoir une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir négocier un prix de vente. Donc il va être dans une position un peu plus forte qu'auparavant. Le deuxième objectif recherché, c'était de permettre à ces agriculteurs d'accéder à un stockage de qualité. Le troisième objectif recherché en mettant en place ce crédit Varantage, c'était l'inclusion financière et de faire en sorte que les exploitations familiales puissent disposer de liquidités nécessaires pendant la période de soudure. Les objectifs au niveau de l'IMF Copec, donc on appuyait dans le cadre de ce projet, c'était de garantir déjà un meilleur remboursement des prêts. La deuxième chose, c'était de renforcer les capacités techniques en agriculteur des équipes opérationnelles. Quand je dis équipe opérationnelle, c'est les agents de crédit qui étaient sur le terrain en contact direct avec les bénéficiaires. Et puis le troisième objectif recherché, c'était de renforcer l'articulation avec les coopératives RESOP. RESOP, cette union de coopératives qui a créé ce bras financier RESOP Copec. Donc il y a ces deux entités qui existent depuis 2005, mais qui cohabitaient, mais dont il n'y avait pas forcément de synergie. Donc le crédit Varantage apparaissait comme un modèle assez idéal pour pouvoir développer des synergies entre la coopérative et la mutuelle d'épargne et de crédit. Alors de façon plus concrète, comment on l'a mis en place, ce crédit Varantage ? Déjà, on a créé ce qu'on appelle un comité de suivi et de gestion, dont l'objectif était de contrôler l'état du stock déjà, de délivrer le Varan, de faire le lien entre le producteur et la coopérative, de gérer le processus de commercialisation, mais aussi d'instruire les dossiers de crédit. Et puis, le noyau dur de cette instance, il était composé d'un gérant d'antenne, donc d'une coopérative d'un côté, et d'un gérant de point de service, c'est-à-dire d'une agence bancaire de l'autre, pour avoir justement une complémentarité des compétences, aussi bien agricoles que financières. Le stockage du grain, c'est fait dans les coopératives qui existaient déjà. La responsabilité et la garantie du stock qui était amenée par le producteur était assurée par la coopérative. Ça signifiait qu'en cas de dommage, de perte ou de vol du grain ou de la production, la coopérative était tenue de rembourser la valeur du stock au producteur. Les conditions de stockage, 100% du stock apporté par le producteur à la coopérative était nanti et bloqué, sans possibilité de le récupérer pendant la durée du crédit. Donc c'était un stock qui était destiné à la commercialisation groupée et pas individuelle. Quatrième point, le montant du crédit. Le montant du crédit, il était inférieur ou égal à 70% de la valeur du stock à l'entrée. C'est généralement ce qui se passe quand on met en place du crédit Varantage. Il y a 30%, c'est une façon de gérer le risque aussi pour l'IMF en cas de non-remboursement du crédit ou en cas de détérioration du stock. Voilà, c'est une façon de se protéger contre le risque. La durée du crédit était entre 4 et 7 mois et le remboursement du crédit, le capital et les intérêts se faisaient in fine, au moment de la commercialisation du stock. Les spéculations qui pouvaient être stockées, le mil, le niébé et le maïs. Pourquoi ces 3 spéculations-là ? Pour 2 raisons. C'est des spéculations qui ne sont pas trop fragiles et qui peuvent être stockées entre 4 et 6 mois sans être détériorées. Et puis, autre condition qui est indispensable pour mettre en place du Varantage, ce sont des spéculations qui sont susceptibles, qui sont sujettes à des évolutions positives de prix. On ne met pas en place du Varantage sur une spéculation dont les prix vont se casser la figure. Voilà. Donc ça nécessitait aussi de faire une analyse des prix des dernières années sur ces spéculations-là pour voir s'il y avait une augmentation nécessaire du prix pour que la coopérative et l'IMF ne prennent pas de risque d'un côté et que le producteur, lui, puisse y gagner quelque chose. Le prix et le moment de la vente
était fixé par le comité de suivi et de gestion à partir de l'atteinte du prix de vente à l'équilibre. C'est le total des charges. Les charges, c'est le coût total du crédit et le stockage et du stockage pour le producteur, plus le prix du stock à l'entrée. Et bien évidemment, si le prix de vente était supérieur au prix à l'équilibre, alors la coopérative Résop et le producteur se partageaient cette marge, selon les conditions suivantes, 70% pour le producteur et 30% pour la coopérative. Globalement, on a évalué ce test. Les bénéficiaires membres, donc les agriculteurs, les exploitations familiales, étaient contents de ce test et sont prêts à reconduire le test et surtout à dédier une partie plus importante de leur production au stockage et à la vente groupée. On s'est dit qu'on allait sûrement le retester, mais qu'il fallait améliorer quand même en amont 4 principaux points. Le premier, c'est un meilleur suivi des prix du marché, parce que c'est cette activité-là qui va déterminer à quel moment il est opportun de commercialiser le stock. Ça conditionne en fait la réussite du varentage dans son ensemble. Le deuxième point d'amélioration, c'est d'appuyer les producteurs dans l'amélioration de leur rendement. Le troisième point d'amélioration, c'est un effort permanent de formation et d'information. Parce que le varentage, ce n'est pas forcément une notion évidente à la base, et du coup, ça nécessite d'être en alerte sur pas mal de choses. Et le troisième point d'amélioration, c'est un démarrage d'une campagne de sensibilisation suffisamment tôt dans l'année pour un stockage en laitant. Pour finir, je voulais vous dire, donc le projet a fini, c'est terminé en février dernier, mais il a une suite qui s'appelle Osiris. Ça veut dire offre de services intégrés en milieu rural pour l'inclusion sociale. C'est un projet toujours sur financement de l'Union européenne, durant 4 ans. Et le but, là, c'est de travailler sur l'inclusion sociale au sens très large du terme des exploitations familiales. Quand je dis inclusion sociale, ça veut dire aussi bien l'inclusion économique, c'est-à-dire l'inclusion financière, bancaire des exploitations familiales. C'est aussi l'inclusion politique, c'est-à-dire une meilleure représentation des exploitations familiales dans les instances de décision locale. Et puis l'inclusion sociale, c'est-à-dire un meilleur accès à la protection sociale. Voilà. Merci.